À ce jour, Vanessa Tchatchou ne peut porter entre ses mains le fruit de ses entrailles. L'hôpital dans lequel elle a mis au monde son enfant ne lui a pas délivré un certificat d'accouchement comme cela est de coutume. Et la jeune demoiselle connaît les difficultés de réinsertion sociale. Elle est huée, insultée, tiraillée et même diffamée par une certaine presse complaisante. Malgré tout cela, elle reste déterminée à se battre pour que la justice soit faite et nous devons continuer à la soutenir. Le Comicoti, désireux de graver à jamais cet exemple de courage dans l'histoire, a décidé en date du 29 avril 2012 de créer un prix international du courage féminin Vanessa Tchatchou. Ce prix sera décerné le 20 août de chaque année à une personne de sexe féminin qui aura particulièrement et unanimement qui se sera particulièrement et unanimement distinguée par son courage dans une situation quelconque en défense de la vérité et de la justice. La Commission exhorte les hommes de science, de lettres, les leaders d'opinion, les chefs de mouvements politiques, les ministres du culte et sans oublier la diaspora à maintenir la flamme de la lutte autour de cette question et de lui donner une place prépondérante dans la quête fondamentale d'une société juste, transparente, égalitaire, compassionnelle et solidaire au Cameroun. Chers amis, je vous remercie pour votre élan Vous avez donné un exposé de A à Z parce que l'affaire... Non, s'il vous plaît. Il fallait donner parce que l'affaire Vanessa, c'est quand même... Enfin, je n'ai pas besoin d'argumenter. Oui, mais la base si de tous les conférences on continue. On ne va pas dormir 3 jours pour ça. On continue avec notre prochain invité qui est venu aussi de très loin. C'est Madame Pati Bébé qui est venue de Tchécoslovaquie, la République tchèque. Voilà. On est parti pour une heure. Voilà. Et je rappelle donc à ceux qui vont prendre la parole la suite c'est vrai parce que nous avons la salle jusqu'à 18h, nous voulons bien que les autres interviennent aussi. Et puis nous mettrons à disposition sur différentes plateformes, sur différentes ressources, les exposés que vous ne pourrez pas exposer maintenant. Donc, pensez à être très bref pour que nous puissions discuter. Nous avons une vue maintenant de A à Z de l'affaire et puis... voilà, s'il vous plaît. Mathieu, vous pouvez compléter s'il y a quelque chose à dire. Je ne sais pas pour lui si techniquement c'est OK. J'ai tout son là tout d'un coup. Ah voilà, ça revient. Parfait. Bonjour à tous. Je voudrais parler ici, j'ai choisi de parler ici d'un thème qui est essentiel parce qu'on ne peut pas, on connaît cette histoire de trafic de bébés, mais il y a lieu qu'il y ait une certaine sensibilisation. Parce que, à mon humble avis, si nous sommes arrivés à ce stade-là, c'est aussi parce qu'il y a manque de sensibilisation sur le terrain. Donc c'est pour ça que le thème du jour que j'ai choisi, c'est le trafic de nourrissons au Cameroun, sensibilisation de proximité pour mieux le combattre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pati Bébé et je suis citoyenne camerounaise et je peux dire défenseur des droits de l'homme. J'ai connu avec tellement d'émotions le cas de Vanessa, ce qui m'a poussé à m'engager dans ce combat que je trouve d'ailleurs très noble et pour lequel j'invite d'autres personnes sensibles à s'y associer. Je voudrais remercier les organisateurs. Pour ceux qui ont le document, vous pouvez peut-être suivre en même temps parce que j'ai essayé de vous l'imprimer. Ça me permettra de ne pas lire tout ce que j'ai parce que vous avez le document, je parlerai juste des petits points essentiels. Donc, ma présentation, je l'ai faite sur 7 points. Je voulais dire que je voudrais commencer par remercier ceux qui ont organisé cette conférence, qui est une tribune qui s'ouvre pour un vrai débat des droits des humains, des droits de l'homme au Cameroun, un vrai débat pour la lutte, pour le changement dans notre pays. Et je voudrais dire merci aux chers combattants. Je vais aussi profiter de cette occasion pour rendre hommage à Vanessa Tchatchou,
qui est notre héroïne, et hommage à tous ceux qui combattent à ses côtés. Vanessa aujourd'hui représente le symbole même de la jeunesse courageuse et déterminée, pour qui le respect et l'admiration de ses compatriotes ne sont plus à démontrer. Oui, je voudrais lui rendre hommage à cette combattante qui nous réunit cet après-midi grâce à sa détermination, son courage et sa témérité légendaire. Je tiens aussi à rendre hommage à ceux-là qui ont répondu à son appel à l'aide et se sont mobilisés sur sa cause afin que son bébé lui soit rendu et que son bébé lui soit restitué et que justice lui soit rendue. Parce que c'est quand même important qu'on ait constaté un cas pareil, qu'on sache exactement la vérité, et c'est normal qu'on puisse lui apporter tout notre soutien. J'aimerais aussi féliciter d'autres mamans telles que Dalis Kolo qui a emboîté le pas à Vanessa et toutes les mamans qui s'y sont alliées. C'est une preuve indiscutable que Vanessa, par son courage, a permis à tous et à toutes de faire face à cette triste et épouvantable réalité dans laquelle vivaient de nombreuses femmes après la disparition sans raison ni trace de leurs enfants au Cameroun. Vanessa, effectivement, nous a permis de démanteler les réseaux de trafic de nourrissons. Et cette jeune femme, aujourd'hui, pour moi, elle est l'image même d'une Camerounaise qui a besoin de soutien et sait le demander. L'image d'un peuple qui s'affranchit de l'oppression et qui brise les chaînes de la soumission et de la dictature. L'image de cette mère idéale qui ferait tout pour sa progéniture et le bien-être de sa famille, aussi pauvre soit-elle. Vanessa, pour moi, parce que je vais vraiment insister, elle est ce soleil qui illuminera le Cameroun lorsque le trafic des bébés aura été éradiqué et que la vie sera à nouveau précieuse dans d'autres pays, lorsque le Cameroun aura retrouvé de vraies valeurs morales et sociales et que dénoncer ce qui est mauvais ne sera plus considéré comme un acte d'opposition, mais de réalisme, de désir de changement, d'amélioration des conditions de vie des citoyens camerounais. Nous nous battrons pour que demain ne soit pas comme aujourd'hui pour nos enfants, grâce au combat de Vanessa. Je vais promettre ici solennellement que je donnerai le meilleur de moi-même en tant que défenseur des droits de l'homme dans ce noble combat qui nous a été offert, parce que nos convictions et notre détermination doivent être au-dessus de tout, et nous donnons le courage de participer activement à ce combat et de soutenir de près ou de loin ceux qui sont sur les pistes de la vérité. Le troisième point, c'est un peu expliquer comment s'est développé, comment et pourquoi s'est développé le vol de bébés au Cameroun. Les raisons et les motivations sont multiples. Principalement au Cameroun, les femmes en difficulté de procréation sont confrontées à certaines réalités que nous n'arrivons pas à accepter, mais elles existent. Le plus souvent, elles sont victimes de railleries, elles sont rejetées par les époux, mais beaucoup plus souvent par les belles familles. Et pourtant, elles ne sont pas les seules responsables d'une infécondité ou d'une diminution de fécondité dans le couple, parce que ça reste à démontrer. Ceci dit, il y a un problème au Cameroun. Lorsqu'une femme ne peut pas féconder, on se dit qu'elle ne peut pas offrir un héritier à son mari. Or, au Cameroun, l'héritier, c'est très important. On a besoin des enfants pour avoir une continuité dans le nom, dans la famille. Et généralement, au Cameroun, les femmes n'ont pas le droit à l'héritage des parents. Ce privilège revient aux enfants. Même si, aujourd'hui, dans certaines familles plus instruites, la tendance commence à se renverser ou à changer. Traditionnellement, on peut dire que dans les communautés plus tolérantes, les femmes qui ne pouvaient pas enfanter, élever les enfants de leurs sœurs, les neveux, les nièces, ou principalement aider les familles et ces enfants-là. Alors qu'aujourd'hui, tandis que l'Occident permet aux ménages en difficulté de procréation de fonder une famille grâce à un code de famille bien établi et à des lois d'adoption souples enracinées dans la culture gréco-romaine. Je rappelle que le fils de César qui le tue était un fils adoptif. En accompagnant et en encadrant ces familles dans la procédure d'adoption au Cameroun, le sens de l'humanisme s'est développé
qui s'est bien développé en société occidentale se résume par l'enfant de sa chair. Et les liens de sang, de parenté sont au-dessus des liens de parentalité, le fait d'être parent. De ce fait, la société camerounaise moderne et plus exigeante pousse les femmes à vouloir l'enfant de leur chair. Ainsi, le manque de soutien psychique, l'absence de compréhension, des moyens presque inexistants pour le recours à des méthodes médicales de fécondation artificielle, l'absence du code de la famille, parce qu'il faut le rappeler, la procédure d'adoption très compliquée pousse des femmes camerounaises nanties financièrement dans le but de sauver leur foyer et à garder leurs époux à un recours à des moyens peu orthodoxes, tels que nous pouvons le constater, la simulation de grossesse, l'achat des nourrissons engendrant ce trafic de bébés, au grand des pauvres mamans éplorées sans défense ni moyens de combattre. Sans oublier les pratiques de sacrilège, parce qu'il faut le dire ici, qui consistent à sacrifier les êtres humains en général et des nourrissons en particulier pour des réussites sociales ou sectaires qui sont malheureusement une réalité au Cameroun. En bref, la misère, l'absence d'un code de famille, des pratiques sanguinaires, l'insensibilité sociétale et des pratiques d'influence de personnes influentes qui croient qu'elles peuvent décider de la vie ou de la mort d'un autre individu sans devoir rendre compte à personne sur une population vulnérable sont les principales causes du trafic. Les circonstances qui nous poussent, pourquoi on parle de trafic de bébés en réalité? Il y a des circonstances qui nous poussent à parler du trafic de bébés. Dans le contexte camerounais, le trafic peut se subdiviser en trois groupes. Le trafic à travers des organisations dites de protection d'enfants en difficulté, le trafic par le biais de la substitution de parentalité et le trafic par le vol de bébés dans des habitations et des hôpitaux. Le premier cas, beaucoup se diraient non. Le premier cas, malheureusement, est l'un des aspects de ce trafic, parce que beaucoup d'ONG et d'orphelinats sont transformés en véritables marchands d'enfants camerounais. Ils sont d'ailleurs à la tête de ce trafic grâce à des réseaux qu'ils ont réussi à développer et restent protégés par les membres du gouvernement. Par expérience, les ONG et les centres d'accueil contactent de premier plan pour les candidats à l'adoption sont devenus les organisateurs de trafic de nourrissons par excellence au Cameroun. Des preuves sont là. Et ils travaillent, bien entendu, en étroite collaboration avec des agents chargés de délivrer des documents d'adoption. Le second cas, le cas du trafic par le biais de la substitution de parentalité. C'est un cas qui est assez complexe parce que, compte tenu du contexte camerounais, les gens n'arrivent pas à classifier ce cas dans le cadre du trafic de bébés. Malheureusement, c'est un phénomène qui s'est beaucoup développé ces derniers temps grâce à la misère, ou alors à cause de la misère. Il y a de nombreuses familles qui ont des membres, l'un de leurs membres à l'étranger, qui recourent beaucoup à cette pratique. Cette pratique, en fait, consiste à falsifier l'acte de naissance de l'enfant en y remplaçant le nom des parents biologiques de l'enfant par celui du membre capable de mieux s'occuper de l'enfant, mais surtout de le sortir du pays dans le but de lui offrir de meilleures conditions de vie et d'études. Malheureusement, cette pratique, nous devons l'accepter, se classe dans le cadre du trafic de bébés ou d'enfants. Parce qu'il n'y a rien qui encourage ce trafic, parce qu'il y a des lois qui permettent, par exemple, de parrainer un enfant. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Et je n'ai jamais vu une institution consulaire qui refuse un visa à un enfant parce qu'il part avec son parent. Il délivre toujours des visas tant qu'il y a la signature et le consentement du parent biologique. Donc, il faut regarder ce côté-là aussi. Le troisième cas, c'est malheureusement le cas qui nous a amené à nous situer ici, à nous réunir ici aujourd'hui. C'est bien le cas des vols dans des habitations et des hôpitaux.
où les conditions sont utilisées avec la complicité de la sécurité, des responsables des structures qui délivrent des déclarations de naissance fantaisistes, des documents et puis les agents des services sociaux qui délivrent des documents d'adoption conformes tout en violant la loi de la procédure d'adoption. Le cas qui nous interpelle est bien le cas de la magistrate Katé, qui a obtenu des documents des agents sociaux ou bien on peut dire de la ministre des Affaires sociales alors qu'elle n'a pas respecté les procédures d'adoption. L'adoption au Cameroun, il faut le rappeler, la procédure peut durer 12 mois minimum. Et pourtant, elle a reçu ces documents en moins de 2 mois. Donc ça nous interpelle, surtout parce que c'est une magistrate qui est censée dire le droit, qui viole, qui est la première personne à violer ce droit, au lieu de protéger le citoyen. Je ne dois pas le rappeler que l'enfant qu'elle détient est vraisemblablement l'enfant de Vanessa Tchatou. Le commissaire l'a déjà dit, je ne vais pas me répéter. Alors nous constatons par là malheureusement que dans nos traditions, il est possible que les Camerounais aient été préparés au vol de bébé à cause de la misère, de la manière dont est conçue la famille et la perception négative de l'adoption dans nos us et coutumes. Lorsqu'on parle de la loi d'adoption, qu'est-ce qu'elle prescrit? J'ai mis un petit test ici, un petit résumé. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais on retient que seuls les enfants dont le père et la mère ont consenti à l'adoption sont adoptables. Est-ce que l'enfant de Vanessa Tchatou, est-ce que Vanessa Tchatou a donné son approbation? C'est une question qu'on va se poser. La réponse est là, elle est non. Sinon, elle n'aurait pas revendiqué le retour de son enfant. L'enfant adoptable doit être âgé. L'enfant âgé de 16 ans doit personnellement consentir de son adoption. Nous ne sommes pas dans ce cas, mais il y a ces cas-là qui sont revenus. Okay? Les adoptions intrafamiliales sont soumises aux mêmes règles, je ne peux pas le rappeler. Puisqu'on parle de sensibilisation, puisqu'on parle du trafic de bébés, on doit aussi parler des sources, des pistes de solutions. Et j'ai essayé de numérer quelques-uns. Nous devons démanteler les rouages qui facilitent le trafic des nourrissons au Cameroun, déterminer les responsabilités et les complicités. Nous devons mettre en place un code de la famille pour réglementer l'adoption intra- et extra-familiale. C'est très important parce que sans code de la famille, les adoptions sont presque impossibles. C'est pour ça que la loi sur l'adoption au Cameroun, elle est très lente et très compliquée. Parce qu'elle ne s'associe pas à un code. Nous devons aussi, j'ai pensé qu'on pourrait adopter l'identification formelle du personnel de santé ayant accès aux enfants dans nos hôpitaux. Un exemple, le port d'une tenue spécialisée, une tenue spéciale qui les identifie au reste du corps de santé, le port de badge nominatif pendant les heures de service, l'installation de portes électroniques pour les salles de maternité où on n'accède que par des badges électroniques dont les entrées et sorties seront enregistrées sur un terminal grâce à un logiciel quelconque. Nous devons faire de l'éducation populaire, sensibiliser, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, c'est à cause du manque de sensibilisation et d'information que le trafic a pu se développer et s'enraciner. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information nous permettent de suffisamment nous informer et sensibiliser les Camerounais à ce sujet, même au-delà de nos frontières. Il serait peut-être nécessaire aussi d'envisager à offrir aux parents de victimes de ce trafic une vitrine, en quelque sorte un réseau d'échange, afin qu'ils puissent se connaître et partagent leurs différentes expériences. Parce que nous pensons que c'est nécessaire, parce que ça leur permettra de mieux vivre la situation psychologiquement, car ils seront rassurés qu'ils ne sont pas seuls à vivre cela, et cela encouragera les victimes à se prononcer publiquement. Nous pourrons aussi penser à ouvrir un bureau de gestion des cas signalés de disparition de groupes d'enfants, mais aussi obtenir un numéro unique gratuit d'un opérateur téléphonique, sensibiliser et éduquer la population sur l'utilisation de ce numéro afin d'éviter des alertes inutiles et doter cette structure
d'un bureau d'urgence avec un véhicule si possible et une équipe composée de juristes, d'assistants sociaux, de policiers et de personnes bénévoles. On doit convaincre, on doit pouvoir convaincre et trouver des collaborateurs en zone de la CEMAC, car nos bébés ne sont pas seulement pour l'Occident, il y en a qui restent en Afrique. Okay. Nous devons concevoir, je pense qu'il est nécessaire de concevoir et créer un site internet qui recueillera et publiera toutes les disparitions signalées et actualisera le suivi des dossiers pour l'information de la masse. Mobiliser encore, nous pourrons mobiliser les populations par les forums publics, dans les marchés périodiques réguliers, des écoles, des sorties de culte, des associations de femmes, des centres de vaccination sur toute l'étendue du territoire. Concevoir des tracts traduits dans les différentes langues nationales que nous distribuerons, trouver des volontaires qui seront organisés par district pour nous aider à mener ce travail de sensibilisation. J'insiste sur le mot volontariat parce qu'on sait qu'au Cameroun, tout se monnaie. Et pourtant, on a besoin d'une sensibilisation collective pour attirer les gens sur l'importance du volontariat. En conclusion, je ne saurais terminer sans rappeler qu'en ce qui est du cas Vanessa Tchatchou, toutes les informations regroupées nous indiquent où se trouve la fillette. Le problème qui se pose est de savoir comment procéder pour qu'on lui restitue son enfant, sachant que le gouvernement, par son porte-parole, le ministre de la Communication, s'obstine à orienter l'opinion nationale et internationale sur une fausse piste qui voudrait que le bébé volé de Vanessa soit mort et enterré quelque part en Toutain, mais aussi change de version à chaque fois qu'il a affaire à l'affaire Vanessa. Si nous cédons ce combat, si nous cédons le combat de Vanessa, de Darlise et de bien d'autres femmes, notre combat aussi aura été vain. Et cela permettra aux trafiquants de bébés de redoubler d'ardeur parce qu'ils auront l'impression d'être plus forts et intouchables. Nous avons donc le devoir, j'interpelle tout le monde qui se trouve dans cette salle, nous avons le devoir de mener ce combat jusqu'à la fin, jusqu'à mettre fin à ce trafic, car un pays qui se vide de ses enfants n'a aucun avenir. Parce qu'effectivement, ce sont ces enfants qui font la génération de demain. Ce sont ces enfants, ce potentiel, ces capacités à porter le changement dont le Cameroun a besoin. Nos convictions et notre détermination doivent nous donner le courage de participer activement à ce combat et de soutenir de près, de loin, ceux qui sont sur les pieds de la vérité, quelles que soient nos divergences et notre culpabilité. Je vous remercie. Qui est venu de la République tchèque, merci beaucoup. Comme je signalais, il y a l'ACPDH qui est aussi co-organisatrice de cette conférence. Je vais donc donner la parole à Bertrand Théliou qui en est membre de sa question. Et je rappelle la question du temps, malheureusement, pour ceux qui parlent. Donc, bonsoir à tous, et vraiment c'est un plaisir d'être là pour une cause aussi noble. Alors, moi je suis moi-même victime du trafic de bébés, d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire parce que quand j'ai été emprisonné, à la suite de la parution de mon livre, on m'a emprisonné pour outrage. Et voilà, donc j'ai été emprisonné le 3 novembre. Le 17 novembre, ma fille de 7 ans a été tuée. Donc, vraiment, quand je parle de la situation des bébés, j'en suis une victime. Voilà. Donc, j'aimerais, je ne veux pas tellement m'attarder sur la mécanique. On sait que le Cameroun entier fonctionne sur une mécanique lugubre. Ce n'est pas, c'est-à-dire que ce soit, ça nous touche parce que ça atteint déjà un niveau qui est vraiment dément. Ça atteint un niveau inimaginable.
Parce que si la mécanique lugubre, on le vit tous les jours, c'est-à-dire que ce soit aux impôts, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vie, on le vit tous les jours. Le Cameroun repose sur une mécanique lugubre. Et cette mécanique lugubre est en train de broyer les enfants, les bébés. Alors moi, j'avais très peur là depuis un moment, c'est-à-dire d'aborder le problème sous un angle qui me paraît assez... je me disais, bon voilà, qu'est-ce que les gens vont penser si moi j'aborde le problème sous l'angle de la responsabilité citoyenne décisive qui est la nôtre. Je me réjouis que ce sont les principaux responsables autorités belges qui nous disent ceci, qu'il n'y a pas de solution à un problème sans pouvoir assumer le lien politique qu'il y a à l'origine de ce problème. Alors, le trafic des enfants, moi je dis, on a toujours vécu avec le drame des enfants. Ce n'est pas Vanessa et Nkolo, c'est pas le cas qui nous... Je veux dire, c'est pas le cas Vanessa et qui nous a fait savoir que les enfants vivent dans un drame. Nous sommes habitués au Cameroun, la vie, le respect de la vie dans notre pays, de la vie des enfants a toujours été un drame. Ils ont été toujours broyés. Aux enfants, c'est-à-dire que ce soir, pendant que vous irez vous coucher dans votre lit, il y a 300 enfants qui vont mourir ce soir. Pas parce qu'il y a la guerre, pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils ont faim. Je dis, tous les jours quand vous vous couchez, il y a 300 enfants qui meurent. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Direction nationale de la statistique, organe officiel de l'État. Ça veut dire qu'ils ont voulu cacher un peu les statistiques, c'est-à-dire que même malgré qu'ils aient caché, ils en sont venus à l'évidence, réduit les chiffres, et eux-mêmes ils ont admis que c'est extrêmement grave. Ceci étant, moi, je dis, Madame Marie a dit, c'est à vous de prendre votre responsabilité, votre destin en main. C'est à vous, c'est pas à nous. Si nous on vient, on ne va pas faire les choses à votre place. Moi je veux dire les choses d'une façon très simple. Très simple. Je dis, on va monter une commission indépendante citoyenne d'enquête. C'est une très bonne idée. Moi, je suis partant pour cette idée. On monte cette commission d'enquête. Les propositions, les si belles propositions qui sont idéales de Madame Patti Bébé, on les connaît. On n'est pas dans le problème où c'est quoi la solution. On n'est pas là, c'est pas ça. On connaît comment faire. Demain matin, si on veut que le Cameroun sorte de la merde, on connaît les solutions. C'est pas... On a écrit plusieurs livres. Avant moi, j'ai écrit moi-même un livre, Sortir de l'impasse, comment sortir le Cameroun du sous-développement stupide qui broie nos enfants, broie nos vies, nous font être les produits de l'irrationnel en permanence. Donc on connaît les situations, les solutions. Moi, j'aimerais qu'à la suite de la commission d'enquête indépendante qu'on veut créer, je suis d'accord, mais sur le plan technique, cette commission d'enquête devra descendre au Cameroun et travailler avec l'administration pour établir les différentes responsabilités et éventuellement soutenir le fait qu'on punisse les responsables. Mais à qui allons-nous adresser cette plainte? Nous allons adresser cette plainte à une dictature, à un gouvernement illégitime, à un gouvernement qui ne nous écoute pas depuis 30 ans, qui, malgré toutes vos belles solutions, carrément tourne le dos et vous dit, vous n'avez rien à dire. Ceci étant, ça nous pousse à la solution qu'ils ont évoquée. Moi, je suis content que ce soit les avocats des droits de l'homme et que Madame Marie, là, qu'elle ait évoqué ça. Ce qui est là, ce qu'on est en train de perdre le temps, c'est de prendre notre destin en main, de se décider ici et maintenant. Si nous décidons de prendre notre destin en main, on va arrêter la merde au Cameroun. Mais tant que nous voulons rester là, à apporter des solutions cosmétiques, à penser que, parce qu'on a pensé les grandes théories, on s'est mis ici à Bruxelles, on a pensé les grandes théories, et que ça va régler le problème, rien ne va se régler. C'est à nous de prendre le destin en main.
La commission d'enquête indépendante que nous allons mettre sur pied, je suis parfaitement d'accord, je l'ai proposé, je suis parfaitement d'accord. Mais étant donné qu'il va falloir que nous descendions sur le terrain, que nous entrons à l'hôpital pour dire que bon voilà, ici tu avais accouché tel jour et voilà, qu'est-ce qui s'est passé de tel point A à tel point B, qu'est-ce qui s'était passé sur le plan concret, il va falloir collaborer avec une administration qui ne veut pas la collaboration. Une administration qui ne veut pas que la vérité se fasse. Une administration qui est habituée avec la culture de la mort, de la mise à mort. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de disqualifier cette administration politiquement pour pouvoir travailler avec elle, pour pouvoir l'ériger en entité technique, pour pouvoir travailler avec elle. Ça, c'est la seule solution. Et pour la disqualifier politiquement, ça veut dire que nous pouvons prendre une résolution de prendre en main le destin national. Moi, c'est-à-dire en d'autres termes, je ne sais pas, c'est-à-dire, je ne sais pas si je devrais pratiquement, c'est-à-dire que terminer de façon plus claire l'idée, ça veut dire que nous qui sommes là, si nous décidons que bon voilà, on a un régime qui est illégitime, qui travaille contre l'intérêt du peuple et que nous nous associons là, nous nous asseyons, nous disons bon, on est d'accord, à compter d'aujourd'hui, étant donné que ce gouvernement est légitime, compte tenu des dispositions de la Constitution qui dit, de la disposition de la Constitution au préambule, qui dit le citoyen contribue à la défense de la patrie. Ça veut dire en termes terre à terre, ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand une maison est en feu, ça veut dire que tous les citoyens doivent retrousser les manches, venir éteindre le feu. Le Cameroun est dans un grand feu. Retroussons les manches pour aller éteindre ce feu. Ça veut dire que très concrètement, si nous retroussons les manches, ça veut dire que la loi, la Constitution nous permet d'intervenir. Ça veut dire qu'on peut se mettre là. On dit le Cameroun n'est pas dirigé. Je ne sais pas si on sait tous que le Cameroun n'est pas dirigé. Alors prenons notre pays, dirigeons-le. Ça veut dire que si nous prenons une résolution, nous nous disons, voilà, la résolution que nous prenons, c'est que nous constatons que le Cameroun est dans le feu. Parce que si le Cameroun atteint déjà le niveau que les enfants sont broyés, ça veut dire que nous sommes dans un très grand feu. Alors ce feu-là, nous prenons la résolution ici et maintenant que voilà, nous devons prendre notre pays en main. Nous déclarons l'illégitimité du gouvernement Biya. Nous déclarons la constitution d'une équipe citoyenne pouvant conduire une transition permettant le respect des droits et de la vie. Ce n'est pas un engagement politique, c'est un engagement citoyen. Ça veut dire que les citoyens décident de prendre leur destin en main. Moi, très concrètement, on va discuter, on va bavarder. C'est la seule solution qui se pose. La seule question qui se pose à nous, c'est de savoir, est-ce que vous êtes prêts à prendre votre destin en main? En l'occurrence, est-ce que vous êtes prêts à prendre un avion, aller à Yaoundé et dire que voilà ce que nous proposons pour notre pays, nous sommes prêts à le mettre en œuvre, nous nous donnons 3 mois pour le mettre en œuvre et on s'attaque, on le met en œuvre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les officiels belges qui vous le disent. On est en train de nous dire, prenez votre destin en main, nous on ne peut rien, c'est à vous de prendre. Et on est en train de faire le lien entre, on vous dit, ce n'est pas le problème de Vanessa, c'est un problème, on fait le lien carrément entre la dictature et le sort qu'on est en train de subir. Ils ont si bien dit, ils ont utilisé des expressions que je note, ils vont parler de filières organisées, ils ont parlé des différentes pratiques qui caractérisent les dictatures. Et ils ont dit, voilà, vous subissez la dictature. Et maintenant, vous voulez que nous, on ait une correspondance à votre gouvernement. Nous, on ne peut presque pas si vous ne faites rien. Et elle a dit, voilà, je relis une enquête. On va faire des enquêtes. On va les faire. Alors, mais il vous précise, c'est-à-dire que vous faites quelque chose de là-bas. Ils vous disent, vous faites vous quelque chose de là-bas et nous, on est prêts à vous soutenir. Et ce quelque chose, la seule chose
que nous réfléchissons sur le travail du Cameroun, nous avons réfléchi pendant longtemps, nous on ne fait que ça à longueur de journée, c'est que nous décidions, nous disons, voilà, le Cameroun n'est pas dirigé, et c'est à nous de monter une équipe, nous constituons une équipe pour reprendre le Cameroun en main. C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale.